Vous écoutez Bretagne 5, eh bien figurez-vous qu'il est pile 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin, invité politique de la matinale, est Frédérique Bonnard. Elle est candidate du Parti Socialiste aux Européennes. Je précise également qu'elle est vice-présidente de Brest Métropole en charge des coopérations territoriales, ce qui veut dire qu'elle est arrivée de Brest de bon matin pour être avec nous. Je vous en remercie. Bonjour. Avec grand plaisir. Merci de votre invitation. Bonjour à chacune et à chacun. On va parler de politique et d'européenne. C'est devenu ma petite gimmick du matin dans la matinale de Bretagne 5. Tout d'abord, je voulais vous demander si vous aviez eu le temps de regarder le débat. Hier soir, il y avait un débat politique chez nos confrères de LCI avec plusieurs candidats, dont Raphaël Glucksmann, qui représente Place Publique, et le Parti Socialiste dans ces européennes. Comment vous avez trouvé le débat ? Moi, j'ai trouvé le débat extrêmement intéressant. J'ai regretté un peu qu'il se focalise sur des enjeux qui sont plus des enjeux de politique nationale ou électoraux nationaux qu'européens. J'ai trouvé que Raphaël Glucksmann était l'un des rares à avoir une vraie vision européenne et à défendre notre idéal démocratique pour l'Europe. Avec aujourd'hui un contexte particulier, on en parle aussi beaucoup de ce contexte, cette actualité internationale, on va en dire deux mots tout à l'heure, et cette montée des populismes, j'avais envie qu'on en parle pour démarrer cette interview, montée des populismes en Europe, et la France n'échappe pas évidemment à cette montée. On voit les intentions de vote pour le Rassemblement national, même si la liste de Raphaël Glucksmann a encore un peu progressé dans les sondages, mais il y a une énorme avance de Rassemblement national. J'imagine que c'est quelque chose qui vous interpelle. Qui nous interpelle, qui nous inquiète, mais devant laquelle nous ne restons pas inertes. Raphaël Glucksmann dit souvent ne baissons pas les yeux, jamais, devant l'extrême droite. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie bataille culturelle qui est en cours dans le monde entier en ce moment. C'est d'un côté les extrémistes, les populistes, les néofascistes. Il faut les appeler par leur nom. Et de l'autre côté, les démocrates et les républicains qui souhaitent offrir un autre avenir à la Terre que la guerre civile, le monde du tous contre tous, les boucs émissaires que l'on désigne, la vindicte populaire, et puis qui ne font que renforcer finalement les impérialistes économiques, que sont les grandes multinationales sans foi ni loi qui viennent déstabiliser les économies nationales ou européennes, et puis les impérialistes politiques, la Chine, la Russie, l'Amérique, si Donald Trump est réélu, la Turquie, enfin j'arrête mes citations parce que c'est vraiment dans ce monde-là que nous vivons aujourd'hui qui est dangereux pour nous, qui sommes épris de liberté, d'égalité et de fraternité. On a entendu récemment le président de la République, Emmanuel Macron, s'exprimer autour de l'Europe dans son discours fleuve à la Sorbonne, le deuxième discours de la Sorbonne, et dire que l'Europe était en danger, qu'elle pouvait mourir. Alors, je ne crois pas je ne crois pas grand-chose comme Emmanuel Macron en général, et je ne pense pas que l'Europe puisse mourir. Je pense que la démocratie est en danger, et que l'Europe peut être asservie comme un instrument, justement, entre les mains de ces impérialistes. Et donc, effectivement, l'Europe, c'est un instrument puissant, et il ne faudrait pas qu'elle tombe dans de mauvaises mains. Et je suis très inquiète de voir que la France va peut-être envoyer au Parlement européen le premier contingent de députés d'extrême droite. Pour moi, c'est absolument... Enfin, pour moi qui suis bretonne et habituée à être quelque part des résistants de cet esprit démocratique, républicain... ça me choque énormément. Avec, on a entendu hier un Jordan Bardella qui a décidé de se séparer, en tout cas de son équivalent, on va dire, allemand, après des propos qui ont été tenus autour du nazisme, propos qu'on ne rapportera pas ici, on les a entendus dans les différents flashs d'information, mais est-ce qu'il y a une volonté finalement du Rassemblement national de s'acheter une conduite selon vous ? Mais je crois que ces gens avancent masqués. Sous le masque du gendre idéal ou de la parole prétendument apaisée de Marine Le Pen, en fait, ils sont ceux que nous connaissons depuis toujours, depuis la fondation du Front National. Moi, personnellement, je vais avoir 54 ans cette année. C'est une des choses qui m'a décidé de m'engager en politique. C'est la lutte contre l'extrême droite. À l'époque, le Front National. Et je crois qu'ils n'ont absolument pas changé. Ils ont juste changé de masque. Mais je crois qu'il ne faut vraiment pas s'y tromper.
Ces gens déjeunent avec des néo-nazis, en fait s'affichent récemment dans des congrès vraiment où, par exemple, Javier Milei a eu des propos extrêmement choquants envers les socialistes espagnols en les accusant. Ça s'est passé en Espagne, oui, effectivement. Ça s'est passé en Espagne. Et on voit bien que ces gens-là n'ont que le chaos, en fait, comme projet. Le chaos. D'où ils tirent leur épingle du jeu, peut-être. Ça n'est pas du tout ma conception de la politique. La politique, c'est fait pour rassembler des gens. Est-ce que la gauche a une part de responsabilité? Alors je dis la gauche, je prends un petit peu le terme générique, pourquoi pas le Parti Socialiste, mais voilà, plus largement la gauche, voire aussi les partis de droite qui ont été aux affaires, comme l'on dit, n'ont pas une part de responsabilité dans cette montée du Rassemblement national? Est-ce qu'on a loupé quelque chose quelque part? Eh bien, je crois qu'il faut rester modeste et il faut dire que nous avons sûrement manqué quelque chose quelque part. Mais d'un autre côté, je pense que nous avons été naïfs, en fait. Je pense qu'il est temps, justement, de nous réveiller. C'est le nom de la liste dans laquelle je suis candidate, Réveiller l'Europe. Mais il est temps de réveiller les démocrates. Il est temps de réveiller les vrais républicains. Nous avons longtemps pensé que les propositions étaient tellement ridicules, tellement outrées, tellement irréelles, qu'on s'est dit, oh non, les gens quand même vont réfléchir et ne vont pas aller dans ce sens-là. On voit que malheureusement, avec la puissance médiatique qui est celle des gens d'extrême droite, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais on est ici à la radio, de plus en plus de médias sont détenus par des milliardaires, par des groupes de pression qui sont illibéraux, c'est-à-dire qui ne souhaitent pas l'expression plurielle et démocratique dans la société. Eh bien, au bout d'un moment, cette stratégie-là commence à porter ses fruits. Et je crois qu'on a été très très naïfs de laisser ces gens-là faire. En tout cas, l'une des propositions, par exemple, pour la prochaine mandature du Parlement européen, c'est d'adopter une grande directive de protection de la démocratie, de protection des médias et des sources, pour que le journalisme et l'information soient toujours indépendants, pour que le citoyen puisse se faire son opinion de manière tout à fait éclairée. Alors en tout cas ici, nous sommes bien indépendants, il n'y a pas de milliardaires qui donnent des sous à Bretagne 5, et l'expression y est. L'expression y est, en tout cas on la souhaite ainsi, très plurielle. Il y a aussi les réseaux sociaux. Aujourd'hui on a une montée en puissance des réseaux sociaux. Alors ça concerne directement également l'Union européenne, puisqu'il y a beaucoup de réflexions autour des réseaux sociaux, autour de l'intelligence artificielle aussi qui permet beaucoup de choses aujourd'hui. Est-ce que ça va être l'enjeu demain, alors non pas de contrôler, mais de faire attention aux réseaux sociaux, à ce qu'ils véhiculent? Oui, tout à fait. Dans la droite ligne de ce que je viens d'exposer en termes de propositions pour garantir la pluralité et la véracité de l'information, nous avons aussi une réflexion importante sur un nouveau pacte du travail qui, par exemple, doit réfléchir avec les syndicats, avec les corps intermédiaires, j'allais dire, comme on les appelle ici en France, sur l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Le monde du travail, c'est aussi le monde de l'information. Je fais un grand tout, voilà. L'arrivée de l'intelligence artificielle, le fait que, en fait, l'humain doit absolument contrôler cette intelligence artificielle. Je crois que ces possibilités sont encore mal définies et mal maîtrisées, et que nous devons avoir un contrôle démocratique aussi sur ces choses-là. Je pense aussi qu'il ne faut pas être naïf en face des stratégies de ceux qui détiennent ces nouveaux médias, réseaux sociaux. Ils ont aussi des buts politiques qui sont souvent liés à l'accroissement de leur richesse et peu, en fait, à l'intérêt général. Et l'Europe doit être là aussi pour rappeler que on doit administrer le monde numérique comme on administre le monde physique. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ce monde numérique échappe aux principes, et pour nous, ce sont les principes républicains et démocratiques qui doivent primer. Est-ce que le pouvoir politique aura toutes les armes, si vous me permettez le terme, sans bellicisme aucun, mais les armes pour faire face justement à ces nouvelles technologies, à tout ce qu'elles vont impliquer dans le monde de demain, alors le monde social, mais aussi le monde économique? On voit que l'intelligence artificielle aujourd'hui est entrée dans le monde économique. Est-ce qu'il faudra, j'allais dire, se blinder quelque part au niveau des lois, au niveau de ce qui pourra contrôler ces nouveaux outils? On peut parler d'outils encore aujourd'hui. Eh bien, l'Europe est en tout cas la bonne échelle pour le faire. Aucun pays seul ne peut résister à la puissance de ces grands groupes qui détiennent en fait les moyens numériques nouveaux. Je pense que c'est vraiment au niveau européen qu'on peut faire quelque chose. Et donc, avec Raphaël Glucksmann et Réveiller l'Europe, nous avons
des propositions justement pour faire en sorte que ce monde numérique n'échappe pas en fait à la puissance normative européenne. La puissance normative européenne, elle est extrêmement utile puisque nous allons pouvoir réguler justement ces nouveaux médias numériques et faire en sorte qu'ils servent à tous et non pas seulement à quelques-uns. Et puis deuxièmement, nous allons par exemple proposer aussi un corps éthique extrêmement puissant pour que les ingérences, et notamment les ingérences étrangères, ne puissent plus venir perturber notre vie démocratique. C'est absolument insupportable de voir, par exemple, que l'Azerbaïdjan est derrière aujourd'hui une partie des émeutes qui se déroulent en Nouvelle-Calédonie. C'est absolument consternant de voir que cet attentat assez choquant avec des mains rouges sur le mur commémorant les morts juifs de la Seconde Guerre mondiale ait été en fait commandé par Poutine via des exécutants bulgares. Enfin, on voit bien aujourd'hui que les dictateurs sont en train d'attaquer de toutes les manières possibles nos démocraties, d'essayer de semer le chaos. Et donc l'Europe, c'est vraiment une puissance qu'il faut absolument mettre au service de ce projet démocratique qu'ont encore nos jolies républiques nationales. Voilà, alors des pays, des États, on va parler tout à l'heure des territoires, Frédéric Bonnard, mais sur les États, on voit aujourd'hui qu'il y a une grande fragilité économique, peut-être aussi une grande mutation géopolitique. On faisait référence tout à l'heure aux États-Unis avec le retour peut-être de Donald Trump, mais il y a aussi la Chine, il y a aussi d'autres républiques. Vous faisiez référence également à l'instant à l'Azerbaïdjan. On va parler de la Nouvelle-Calédonie car c'est important, même si c'est un petit peu éloigné du sujet européen, ça a quand même une résonance en France et un peu plus largement en Europe avec ces possibles déstabilisations qui pourraient être peut-être poussé par des pays. Alors on parle de la Russie, on parle de l'Azerbaïdjan, on parle aussi de la Chine. Le nickel intéresse beaucoup. Alors ça intéresse la France, mais ça intéresse aussi l'Europe, parce que l'Europe aura besoin de nickel et la France, jusqu'à preuve du contraire, fait partie de l'Europe. Tout à fait. En fait, nous avons besoin d'une Europe puissante. Une Europe puissante, c'est une Europe qui se défend, et nous venons de parler de nouvelles manières d'agresser les démocraties, ce sont ces déstabilisations au travers des médias. De fabrication d'une opinion, voilà. Mais il y a aussi une Europe puissante, c'est une Europe qui maîtrise, qui redevient une Europe de producteurs et qui se libère, on va dire, de la main des dictateurs. Aujourd'hui, quand on dépend de notre énergie, pour notre énergie de la Russie ou des pétromonarchies du Golfe, lorsqu'on dépend pour tout ce qui va concerner justement notre vie numérique, informatique, nos composants électroniques, nos panneaux solaires, etc., de la Chine, quand on dépend de l'Inde pour nos médicaments, j'écoutais ce matin en venant que malheureusement Biogarant allait peut-être être vendu aux Indiens. Biogarant, c'est un laboratoire, les laboratoires Servier sont français, et Biogarant, c'est la fabrique de 30% de nos génériques en France. Enfin, on est vraiment là dans le fait de dépendre de gens qui ne souhaitent pas que nos démocraties perdurent, qui ne souhaitent pas le progrès de l'Europe. En tout cas, pas son progrès social ni écologique. Ça, c'est clair et net. Et donc, du coup, il faut vraiment que l'Europe redevienne ce continent de producteurs. La France peut y contribuer de manière importante. Nous sommes ici en Bretagne. En Bretagne, qui est une puissance industrielle, une puissance agricole, la première région française de pêche, par exemple, mais aussi une puissance au niveau de la défense, puisque Brest abrite les sous-marins nucléaires à l'île Longue et assure une grande partie de la dissuasion nucléaire européenne. On voit bien que tout cela doit être à nouveau mis au service de notre projet et qui est de bien vivre en Europe. Voilà. Avec quand même une inquiétude justement sur cette défense européenne, on a entendu les propos du président de la République qui a dit à un moment il faudra réfléchir à ouvrir un peu cette défense européenne. Alors ça reste encore des contours assez flous dans ces propos, mais est-ce qu'on peut imaginer que demain la défense ne soit plus française mais soit uniquement européenne? Est-ce que là aussi il y aurait une question de souveraineté? Alors on parlera tout à l'heure de l'Europe des États et de l'Europe fédérale, sujet important s'il en est, mais une forme de perte de souveraineté de la France.
Alors en matière de défense, ça n'est pas possible. D'abord parce que la défense n'est pas une compétence de l'Union européenne. Ces dernières années, de grands progrès ont été faits pour effectivement qu'un fonds de défense en fait soit abondé pour pouvoir faire face aux menaces, aux multiples menaces des dictateurs qui agressent le continent européen. Raphaël Glucksmann l'a rappelé hier soir dans le débat chez LCI. Exactement, parce que nous souhaitons pouvoir poursuivre ces démarches qui ont été initiées récemment ces dernières années. Nous souhaitons pouvoir, par exemple, bénéficier d'un commissaire européen en charge de la défense et pouvoir mutualiser, en fait, notre défense européenne, c'est-à-dire les moyens industriels de produire des armes ensemble. Nous souhaitons pouvoir mutualiser ça et dans une politique européenne, comme l'Europe l'a fait au moment du Covid, sur sa politique de santé pour, par exemple, acheter des médicaments, c'est-à-dire des vaccins. Nous souhaitons abonder ce fonds européen de défense de 100 milliards d'euros. C'est une économie de guerre, effectivement, parce que l'urgence est là. L'urgence est là. Aujourd'hui, nous livrons 5000 obus par mois à l'Ukraine. La Russie en tire 20 000 par jour. Donc on voit bien qu'on n'y est pas aujourd'hui. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre important. L'Ukraine, c'est le premier front, en fait, européen. C'est-à-dire qu'ils assurent le front pour nous. Et si nous ne souhaitons pas être impliqués physiquement dans ce conflit, il va falloir qu'on aide l'Ukraine, il va falloir qu'on l'arme. Et pour ça, il va falloir mettre la puissance européenne à ce service. La guerre en Ukraine a déclenché beaucoup de choses. On avait une Union européenne qui faisait ses petites affaires, qui faisait son commerce. On pourrait presque dire qu'il ronronnait quelque part. Je force un peu volontairement le trait. Et tout à coup, l'Union européenne se retourne et se trouve face à cette guerre à ses portes, avec cette demande pressante de l'Ukraine pour rentrer en Europe, pour intégrer l'Union européenne. Alors, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, est-ce qu'aujourd'hui l'Europe est en train de devenir adulte ? J'espère que l'Europe va devenir adulte. En tout cas, Raphaël Glucksmann, c'est vraiment l'axe sur lequel il se base, et ça fait des années en fait qu'il essaye de réveiller l'Europe, puisque c'est le nom de la liste. Réveiller l'Europe, pour lui, ça veut dire se dire il faut se rendre compte que nous avons été indolents. Il faut dire que l'Union européenne, en général, est dirigée par la droite depuis des dizaines d'années. C'est aussi la conséquence de ça, c'est-à-dire le business as usual, pardon pour cette expression, mais on continue les affaires comme d'habitude. Ça n'est plus possible dans notre monde aujourd'hui, parce que le monde a changé, parce que malheureusement il est devenu dangereux climatiquement, dangereux politiquement, dangereux à plein d'égards. Et donc, dans un monde insaisissable et dangereux, il faut vraiment réveiller cette puissance européenne. Et là-dessus, je crois que nous sommes la liste la plus claire, la plus cohérente. Raphaël Glucksmann est un bilan, mais également les députés socialistes sortants qui faisaient partie donc de la délégation PS Place Publique, a un bilan et a le mérite d'avoir été absolument constant sur ses positions. Il faut réveiller l'Europe, la sortir d'une forme de naïveté. Jacques Delors disait « on ne tombe pas amoureux d'un marché ». L'Europe aujourd'hui, c'est le plus grand marché intérieur mondial, c'est aussi l'un des plus solvables, mais ça n'est pas que ça. Devenir adulte, comme vous le disiez tout à fait justement, c'est achever la construction politique de l'Europe. Avec des disparités en Europe, on a des pays très différents du point de vue social, du point de vue aussi des mentalités. On pourrait prendre le cas de la Hongrie et lui opposer la France en face, même si la France économiquement a beaucoup de difficultés aujourd'hui. Il y a aussi les menaces. Les menaces, en tout cas elles sont considérées comme telles, l'immigration importante aujourd'hui à laquelle doit faire face l'Europe. Il ne s'agit pas ici de dire c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas essayer de trouver des solutions, de comprendre une immigration climatique qui indéniablement va arriver dans les années qui viennent, et ça va être rapide malheureusement là aussi. Comment l'Europe va devoir faire face à ces flux migratoires, va devoir mettre en place un accueil peut-être contrôlé aussi, parce que l'Europe ne pourra pas accueillir tout le monde, il y aura des choix à faire, hélas. Comment là aussi il faudra poser une politique européenne avec l'assentiment de tous les États? Ce ne sera pas forcément facile. Ça ne sera pas forcément facile, et c'est pour ça qu'il faut une majorité de gauche au Parlement européen. En fait, c'est un vrai instrument pour faire changer l'Europe. C'est avoir un Parlement à gauche et puis pour espérer faire basculer la Commission européenne. Vous savez qu'en fait, les gens ne connaissent pas le fonctionnement européen. Il y a 3 têtes. C'est un aigle à 3 têtes, donc c'est compliqué. Vous avez le Conseil des États,
donc 27 États membres qui sont rarement d'accord entre eux. Donc finalement, ça ne fait pas bouger beaucoup les choses parce que chacun neutralise généralement ses positions. Vous avez le Parlement qui a finalement très peu de pouvoir. Ça n'est pas comme notre Parlement chez nous. Par exemple, le Parlement n'a pas l'initiative des lois, ce qui est tout à fait étonnant pour nous, mais voilà. Ça peut surprendre, effectivement. Ça peut surprendre. Et troisièmement, vous avez la Commission, qui est une sorte de gouvernement de l'Europe, c'est avec des commissaires qui sont des sortes de ministres. Et toute l'initiative législative revient à la Commission. Donc le principe, c'est le trilogue. C'est-à-dire, il faut que tout le monde se parle et tout le monde se mette d'accord et à l'unanimité. Donc vous voyez que ça ne fonctionne pas du tout comme en France. Et pourquoi est-ce que je vous explique ça ? C'est parce que dans ce que vous venez de soulever en termes d'orientation politique européenne, pour pouvoir faire changer les choses, il faudrait avoir au moins 2 têtes de cet aigle à 3 têtes. Il faudrait avoir au moins le Parlement et la Commission. Si le Parlement bascule à gauche, la Commission européenne a une chance de basculer à gauche puisque nous allons proposer ce qu'on appelle un Spitzenkandidat. C'est comme ça, on le dit en allemand, le candidat unique, qui est Nicolas Schmit, qui est l'actuel commissaire européen aux affaires sociales. Avec le Parlement et la Commission à gauche, on peut proposer une nouvelle manière d'être solidaire en Europe face aux grands défis que sont, l'immigration, parce qu'il y a des guerres un peu partout dans le monde, parce qu'il y a des régimes illibéraux qui persécutent leur population pour des questions ou politiques ou d'orientation sexuelle ou d'irréligiosité, j'arrive même pas à le dire tellement l'idée me choque. Des questions religieuses, oui, des questions religieuses et puis troisièmement pour des questions bien sûr d'exil qui sont provoquées par les changements climatiques, le fait qu'on ne peut plus vivre dans certains endroits du monde. Donc ça, il faut arrêter la panique morale vis-à-vis de ça. Les listes de droite nous expliquent que oh là là mon Dieu on va pas y arriver, on va être submergé. On a des images comme ça extrêmement angoissantes qu'on fait naître dans l'esprit du public. Ouais, de grands remplacements par exemple. Mais pas du tout. Je veux dire, Angela Merkel a accueilli 1 million de Syriens en quelques mois. Et moi je dirais un peu comme elle, wir schaffen das. C'est-à-dire que oui, on peut y arriver, mais ça veut dire qu'il faut une forte volonté politique d'organisation. L'Europe est je le répète, une puissance importante pourvu que nous puissions la faire pivoter, basculer dans le bon sens. Et le bon sens, c'est quoi ? C'est on prend chacun sa part, on arrête Dublin, parce que dubliner les exilés, ça veut dire les concentrer. Alors on parle des accords de Dublin. On parle des accords de Dublin qui font que quand on demande, par exemple, l'asile en Europe, eh bien, on doit le demander dans le pays européen, le premier pays européen où on est arrivé. Et or, on arrive toujours dans les premiers pays européens qui sont l'Italie et la Grèce, en général. Et donc, on fait retomber la pression migratoire sur ces seuls pays qui n'en peuvent mais, absolument. Donc, que fait l'Europe actuellement ? Elle paye des dictateurs, c'est-à-dire elle paye Recep Tayyip Erdogan, elle paye les Libyens, elle paye les Tunisiens, et que sais-je d'autre encore, pour retenir les migrants. Mais ce faisant, n'ayant pas de voie d'immigration légale, eh bien, elle nourrit les mafias. De manière indirecte, elle nourrit les mafias. Elle fait en sorte que des dizaines de milliers de personnes se noient en Méditerranée. Moi, je suis désolée, ça n'est pas conforme à mes valeurs. Et ça n'est pas conforme à mes valeurs humanistes qui font que, oui, les gens ont le droit de fuir des endroits où ils sont en danger de mort. Enfin, nous le ferions. Et pourquoi pas eux ? Simplement, voilà, il faut répartir cet accueil des migrants entre tous les pays. Il faut avoir des accords. Il faut mettre des moyens importants pour l'insertion, parce que accueillir des gens, c'est aussi leur apprendre la langue, c'est aussi leur trouver un logement, c'est aussi faire en sorte de les accompagner socialement pour qu'ils puissent s'insérer, leur trouver des formations, mettre les enfants à l'école. On a besoin de ça. Madame Meloni, qui pourtant est fasciste, néo-fasciste, voilà, vient de régulariser 400 000 travailleurs immigrés, tout en ayant promis qu'elle irait des murs infranchissables pour ne pas que les migrants arrivent en Italie. Ça n'est pas possible. Donc il faut être raisonnable, il faut être adulte, comme vous le dites. Et quand on est adulte, on s'occupe sérieusement des choses. Avec deux questionnements effectivement sur ces coûts finalement des migrants. Alors quand je dis des coûts, c'est cet argent que l'on donne à ces 8 États. 8 milliards d'euros, c'est énorme. Voilà, à ces États pour qu'ils retiennent finalement les flux migratoires.
qui deviennent aussi un moyen de pression, il faut bien le dire, pression politique. On pense à la Turquie. On a également le problème aujourd'hui qui est soulevé d'ailleurs par les extrêmes droites un peu partout en Europe, de l'intégration. L'intégration, c'est aussi la culture. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train d'avoir un basculement culturel qui fait peur finalement ? En fait, ce basculement culturel que vous appelez basculement culturel, que moi j'appelle... Voilà, c'est le terme générique. Hein. Oui, que moi j'appelle plutôt tentative de déstabilisation de nos démocraties par des puissances extérieures. Voilà, en fait, il n'y a pas de basculement culturel. Il y a effectivement une bataille culturelle, comme je le disais tout à l'heure, extrêmement forte entre... des gens qui sont des démocrates et d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, vous avez effectivement une pression très forte des islamistes pour venir déstabiliser nos démocraties occidentales, pour pouvoir imposer leur vision des choses. On pense aux frères musulmans qui essaiment un peu partout en Europe. Par exemple. Et donc tout ça, en fait, en général, et puis aussi, il y a aussi la pression des fascistes, en général, qui, eux, semblent être opposés par exemple à la déstabilisation islamiste, mais qui relèvent pour d'autres raisons, mais qui utilisent les mêmes moyens et qui finalement poursuivent les mêmes buts, c'est de faire en sorte que les gens ne puissent pas penser par eux-mêmes, ne puissent pas être libres, égaux et solidaires. Voilà. Donc moi je crois qu'il faut vraiment mener cette bataille culturelle. Oui, les valeurs humanistes et les valeurs de la gauche en général, et je le dis vraiment en face, s'il y a des gens qui regardent la caméra, il faut vraiment qu'on les porte haut, ces valeurs. Ce sont elles qui nous ont permis de nous reconstruire après la guerre. Imaginez comment était l'Europe au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Comment est-ce qu'elle était ? Déchirée par des haines nationalistes d'ailleurs, entretenues depuis des années et des années, par notamment des gens qui avaient des intérêts économiques aussi. Des guerres économiques et commerciales. Eh bien, cette Europe, elle est née de ces destructions, elle est née de ces haines, et elle a été conçue pour réparer l'Europe, pour faire en sorte que nous ayons un idéal, et qui soit un idéal de la démocratie. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, alors que nous sommes au moment où ces haines distillées de toutes parts sont en train de ressurgir, eh bien, nous avons besoin de cette idée de l'Europe. En fait, on a besoin de l'Europe telle que l'avaient imaginé nos pères fondateurs. On en a besoin. Schuman, mais aussi pour moi, qui sont des références, Jacques Delors, qui a inventé, faute de pouvoir inventer l'Europe politique à l'époque, c'était pas possible, parce que justement le général de Gaulle, il n'avait pas très très envie de se dessaisir de sa puissance nationale à l'époque, et peut-être avait-il raison. Chaque époque, génère ces modèles politiques. Mais pour moi, c'est Jacques Delors qui a inventé ce marché social de l'économie régulier. C'est extrêmement important. Il nous reste une toute petite minute. Oui. C'est toujours très court pour parler d'Europe le matin dans la matinale. Je voulais vous entendre vraiment en une minute sur les territoires. Je le disais en commençant, vous êtes candidate du Parti Socialiste, mais vous êtes également vice-présidente de Brest Métropole en charge des coopérations territoriales. Les territoires aujourd'hui, l'Europe des nations ou l'Europe fédérale ? Alors, les deux, mon capitaine. En fait, c'est François Mitterrand qui disait la France est notre patrie, l'Europe est notre avenir. Si nous ne nous occupons pas de notre avenir, que va devenir notre patrie ? Voilà, donc ça ne s'oppose pas en fait. Et moi, je pense aux nations celtes. Par exemple, on parle de nations celtes et la Bretagne fait partie de ces nations celtes. On a une culture atlantique, par exemple. Et au contraire, l'Europe est un allié dans cette vision territoriale. Et je pense que les États aujourd'hui ont échoué dans notre projet de progrès et qu'aujourd'hui, c'est l'Europe des territoires qui doit aller à Bruxelles et à Strasbourg. Moi, je suis en charge des projets et des fonds européens. Au département du Finistère, je l'ai été pendant des années, je le suis à la métropole. Je pense que l'Europe est une chance pour nos territoires et que nous avons tout intérêt à la réveiller pour notre avenir ici, en Bretagne. Voilà, la Bretagne qui est d'ailleurs une terre plutôt pro-européenne, il faut bien le souligner. Nous étions ce matin avec Frédérique Bonnard, candidate du Parti Socialiste aux Européennes, vice-présidente de Brest Métropole en charge des coopérations territoriales. Elle est venue spécialement de Brest pour être avec nous ce matin. Vous avez bien mérité un autre café. Merci infiniment. Merci. Une très belle journée. Merci. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.